Bien, bonjour. Merci d'être venu à cette conférence donc organisée par la Mutuelle Corum. Je me présente rapidement. Je suis Philippe Chibani-Jacot, le rédacteur en chef du fil CIDES. La qualité de vie au travail, c'est bien sûr un des secteurs d'expertise de la Mutuelle Corum à travers le travail que le CIDES réalise, et notamment le baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire qui est sorti pour sa 2e édition en mars dernier. On en parlera avec Emmanuel Paradis, qui est la chef de projet sur ces questions-là à CIDES, à Corum. Et tout simplement aussi parce que c'est un sujet qui fait débat partout dans la société du travail. On parle de bonheur au travail, on parle de bien-être au travail, on parle de management horizontal, de management agile. Enfin, il y a énormément de termes qui circulent aujourd'hui. Et notre idée, c'est un petit peu de poser un peu les données de cadrage, de s'y retrouver un peu pour savoir de quoi l'on parle et que tout le monde parle un petit peu de la même chose. Et pour commencer, je vais passer la parole à Marc Loriol, qui est sociologue à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et à qui on a demandé de nous dresser un peu un état de cadrage, de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, de quoi parle-t-on quand on parle de tous ces termes, bonheur au travail, qualité de vie au travail. Alors, merci. Alors, je vais commencer déjà en faisant une très très rapide synthèse de ce que j'ai pu observer dans différents secteurs, que ce soit de la fonction publique, de l'associatif ou du secteur privé, sur finalement qu'est-ce qui rend les gens contents de leur travail, qu'est-ce qui peut leur procurer de l'intérêt, voire même du plaisir ou de la passion. Donc plutôt que de définir tous ces termes, ce serait un petit peu laborieux. Je vais plutôt commencer par des choses générales, puis après prendre 2 exemples de façon à illustrer les choses. Alors, ce que j'ai observé dans mes observations, c'est que quand on interroge des gens sur ce qui leur plaît dans leur travail, ils répondent en général en 2 parties. La première partie, c'est l'ambiance et les relations sociales avec les collègues, le fait de s'amuser, de partager l'idée qu'on est une communauté qui a envie d'aller dans la même direction et dans le même sens. Et finalement, on peut dire le fait aussi que les uns et les autres se reconnaissent en tant que bons professionnels. Donc c'est ce côté ambiance. Et l'autre aspect qui est entièrement lié, vous avez vu, c'est la question de l'intérêt du travail. Ce que l'on fait est utile, le travail que l'on produit, le service que l'on rend, on peut en être fier, c'est du travail bien fait, et par conséquent on a le sentiment qu'on fait des efforts pour quelque chose, ça a du sens, et qu'on est reconnu, on est reconnu d'abord par ses collègues ou par sa hiérarchie de proximité, on est reconnu non pas uniquement en tant qu'individu, ce qui est important bien sûr, mais aussi en tant que travailleur, personne de métier, professionnel, qui est capable d'atteindre un certain niveau qui est reconnu comme tel par ses collègues. Alors, dans certains métiers, notamment les métiers associatifs et les métiers créatifs, mais aussi les métiers du sport, il y a aussi beaucoup de métiers associatifs dans le domaine du sport, on entend régulièrement parler de l'idée de passion, qu'on est passionné par son travail. Donc moi, je me suis intéressé à cette question-là récemment, où j'ai été invité à travailler dans des scènes de musique actuelle, qui sont des lieux de spectacle dédiés donc aux musiques dites actuelles, du rock, reggae, hip-hop, etc. Et sans présenter toute l'étude, on a été frappé en comparant différentes de ces scènes par le fait que la passion au travail pouvait être quelque chose d'extraordinaire. On a vu effectivement une de ces salles où les gens étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et arrivaient néanmoins à pouvoir être totalement contents de leur travail une fois qu'ils avaient réalisé un certain nombre de spectacles. Ils avaient eu le sentiment d'avoir atteint leurs objectifs et d'avoir réalisé ce qui était censé réaliser. Et à l'inverse, on a été dans une autre salle un peu plus grosse où les gens étaient tout aussi passionnés, tout aussi engagés, mais n'arrivaient jamais à être totalement satisfaits de leur travail, ce qui les amenait d'ailleurs à vouloir toujours en faire plus. Dans cette salle, à chaque fois qu'on établissait des fiches de poste avec les tâches principales et les tâches annexes, les gens voulaient toujours se consacrer aux tâches annexes, voire même aux tâches qui n'étaient pas dessus, pour arriver à toujours en faire plus. Alors pourquoi ? Parce que dans ces salles-là, les objectifs sont illimités et multiples. Il s'agit de faire de l'artistique, c'est-à-dire d'avoir des artistes novateurs, créatifs, de faire du culturel, c'est-à-dire d'amener des nouveaux publics à écouter des musiques qu'ils n'auraient pas écoutées forcément, à faire du social aussi, c'est-à-dire essayer de faire venir des jeunes qui étaient un peu désocialisés pour les resocialiser ou leur donner un emploi par le biais de ces structures. Tout un ensemble d'objectifs qui sont extrêmement positifs, mais qui en fait sont relativement contradictoires les uns avec les autres, parce que si on veut faire venir beaucoup de public, on ne fait pas appel au même type d'artistes
que si l'on veut avoir un travail plus exigeant artistiquement. Donc tous ces facteurs contradictoires faisaient que les gens n'étaient jamais totalement satisfaits et heureux de leur travail. Et quand on a posé la question dans cette structure de nous donner l'exemple en entretien du meilleur souvenir de concert, on a eu, parmi la dizaine de personnes qu'on a interrogées, une dizaine de réponses différentes. Tout le monde a évoqué un exemple différent. À l'inverse, dans la première salle, quand on demandait aux personnes d'évoquer leur meilleur exemple, c'était pour 7 personnes interrogées, toutes le même concert qui avait retenu l'attention parce qu'ils avaient réussi à atteindre leurs objectifs qui étaient plus limités, mais qui étaient d'associer des artistes plutôt amateurs, locaux, avec des artistes confirmés, et à se faire rencontrer simplement 2 styles musicaux, donc des objectifs plus limités, mais qui avaient donné le sentiment d'avoir une soirée parfaitement réussie et qui était reconnue par tous comme un beau travail. Du coup, dans cette deuxième structure, les gens n'étaient pas obligés de surtravailler, donc, contrairement à la première où parfois ils venaient de 9h du matin jusqu'à 1h du matin du jour d'après, travaillaient parfois même le week-end pour organiser des activités supplémentaires et ne s'arrêtaient jamais et finalement au bout d'un moment craquaient. Et il y a eu plusieurs cas de burn-out dans cette structure. Pardon, mais parce qu'on parle d'être heureux au travail, et là, il y avait aussi la notion peut-être d'être satisfait du travail que l'on fait. Est-ce qu'il y a une distinction là à faire entre les deux notions ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire parce que être heureux au travail, c'est avoir le sentiment d'être à sa place dans son travail. Donc, ce sentiment, il découle, on l'a vu, des relations avec les collègues et aussi de l'impression que l'on a fait un travail qui a du sens, qui est utile et que l'on ne fait pas des choses qui tournent dans le vide ou qui ne servent à rien ou qui, au contraire, pourraient même nuire peut-être à d'autres. Et donc ce sentiment, il est lié à cette question des bonnes relations. Un autre élément, dans cette SMAC où les choses ne se passaient pas très bien, cette demi actuelle, les choses ne se passaient pas très bien, tout le monde travaillait énormément et tout le monde avait le sentiment de plus travailler que le collègue. Et pensait que lui travaillait plus et que les collègues ne tenaient pas compte de ses efforts et n'étaient pas capables de regretter, tout simplement parce que chacun poursuivait finalement des objectifs qui étaient un peu différents. Et il n'y avait pas de volonté, alors c'est une chose qu'on a travaillé, de clarifier ces objectifs, parce que justement, clarifier ces objectifs, ça voulait dire renoncer publiquement peut-être à certains objectifs. Et apparemment, l'association ne souhaitait pas le faire. Donc il y avait une dimension collective au bonheur individuel au travail. Absolument, ça c'est une chose qui est très importante, notamment sur la passion au travail. On présente toujours la passion comme le fait de réaliser quelque chose qui nous est très personnel et très cher. Et bien souvent, on se rend compte que cette passion, déjà pour un certain nombre de personnes, elle est construite au moment du travail. Les gens arrivent dans un métier qu'ils n'ont pas forcément choisi. J'ai travaillé sur les infirmières. Une partie des infirmières que j'ai rencontrées qui sont arrivées à ce métier, qui est pourtant un métier qui est parfois qualifié comme métier de vocation, mais un peu au gré de circonstances de la vie. Et ces personnes ne sont pas moins intéressées, voire passionnées par leur travail que d'autres qui avaient choisi depuis toujours de faire cette activité. Donc il y a cette dimension collective. Il faut construire cet intérêt, il faut l'entretenir régulièrement. Et ça nécessite ce travail collectif qui ne peut fonctionner que si le collectif est relativement stable, a des occasions de discuter de ce qu'est le travail et de partager, d'échanger ce travail. Quitte à ne pas être d'accord, au moins que les désaccords soient mis sur la table et pas que, comme dans les exemples que j'ai évoqués, que personne ne veuille en parler de peur que l'on soit amené à mettre au jour des conflits ou des choix. D'accord. D'autres éléments de cadrage ou bien je vous redonne la parole après ? Je vais te la parole après, sinon je vais monopoliser la parole. D'accord, très bien. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Emmanuel Paradis, donc, qui est notre grand spécialiste sur les questions de qualité de vie au travail, et de prévention et santé au travail dans l'économie sociale et solidaire. Si en prolongement des éléments de cadrage de Marc Loriol, on s'intéresse à l'AESS, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ces notions que l'on utilise de qualité de vie au travail, de bonheur au travail ? Où est-ce qu'on en est dans l'économie sociale et solidaire ? En fait, je vais essayer de partir de 2 sources. D'une part, le baromètre qualité de vie au travail dans l'économie sociale qu'on a réalisé, qui nous permet de repérer quelques aspects saillants de ce qui fait ressource et ce qui fait contrainte dans l'économie sociale et qui vient expliquer l'évolution du rapport au travail qu'on va pouvoir y rencontrer. Et puis aussi, comme on réalise beaucoup d'actions de terrain, des exemples de terrain pour illustrer ça.
Donc je ne vais pas me rentrer dans les détails des résultats globalement du baromètre. On vous a mis des brochures, là vous pouvez vous servir, et puis si jamais il n'y en a pas assez, il y en a également sur le stand de Quorum. Mais on a réalisé un baromètre qualité de vie au travail pour essayer de donner la parole justement aux salariés, aux dirigeants de l'économie sociale, pour identifier de quoi se composait leur rapport au travail. Le point de départ, c'est un point de départ un peu différent. Là, on est dans qu'est-ce qui fait le bonheur au travail. Le point de départ, c'est qu'en 2012, nous avons constaté, ce qui n'a fait que se confirmer depuis, le début d'une dégradation massive de la santé dans nos secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous aviez depuis des années des indicateurs de santé qui étaient relativement stables, et puis brutalement, ça commence à se détériorer. Et donc, depuis 2012, ça continue à se dégrader. Et donc, on souhaitait évidemment comprendre ça. Et comprendre ça, c'est aussi aller comprendre ce qui se joue dans le rapport au travail des salariés. Donc, ce qu'on voit globalement à partir de ce baromètre, c'est à la fois et qui rejoint tout à fait ce que vous évoquiez, c'est à la fois une dégradation du sentiment de satisfaction au travail et en même temps une envie de continuer à travailler dans l'économie sociale très forte. On est masochiste donc. Non. Je ne dirais pas ça comme ça. On est à la fois confronté à quelque chose qui fait sens, et le sens, c'est quand même le moteur du fait de se retrouver positivement dans un rapport au travail qui est quand même structurant, et en même temps avec des contraintes très fortes qui viennent impacter ce qu'on peut réaliser. Et donc avec une contradiction entre ce qu'on arrive à faire et ce qu'on souhaiterait faire, exactement ce que vous évoquiez à l'instant. Et juste donc pour partir de ce baromètre, après l'intérêt c'est que ça nous permet de décrypter un peu les principaux éléments qui viennent marquer ce sentiment de dégradation, et donc nous aider à identifier vers quelle cause, vers quel facteur on peut aller, et aussi vers quelles ressources on peut identifier. Donc très rapidement, les principaux points qu'on ressortent, il y a une dégradation, un sentiment d'être confronté à une très forte charge de travail, très forte intensité, un rythme très soutenu, et en lien avec ça, une dégradation. Par exemple, on posait une question sur les douleurs articulaires. Est-ce que vous avez mal au dos, aux épaules, etc. du fait du travail? Et le taux de réponse, oui, est très élevé et en très forte progression, puisque donc on a fait une première édition du baromètre en 2013, une deuxième édition en 2016. Donc ça, un premier aspect vraiment sur la charge, l'intensité du travail. Après, un deuxième aspect qui vient rejoindre ce qui était évoqué juste avant moi, tout ce qui est participation aux décisions, espace, temps d'échange sur le travail, ambiance de travail, etc. Et donc avec un sentiment de dégradation, et une dégradation qui impacte très fortement le ressenti sur ces aspects-là. Et là, je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que l'ambiance de travail, c'est pas simplement on s'entend bien parce qu'on est ensemble pour le même projet. L'ambiance de travail, elle est bonne parce que on a la possibilité de construire ensemble ce sens du travail et cette implication dans le travail. Et donc, par exemple, pas plus tard que lundi, j'étais dans un établissement médico-social où on sent que l'ambiance de travail est en train de se dégrader. Et en fait, donc, une équipe qui accompagne, donc, c'est un établissement qui accueille des résidents très lourdement handicapés, donc avec une prise en charge des actes de la vie quotidienne très importante. Et on sent la dégradation parce que dans le quotidien, une équipe donc, de 4 personnes qui réalise toute la matinée de 7h à 14h, au lieu de prendre le temps de s'arrêter pour échanger sur la manière dont ils se répartissent les choses à faire, ils se dépêchent de se précipiter sur des choses pour que le débat sur qui va faire quoi ne se pose pas et soit fait de fait. Donc dans une sorte de compétition, alors qui n'est pas désagréable, qui n'est pas, ils sont pas en train de s'entre-déchirer, etc. Mais c'est le début d'une dégradation. Et cette dégradation dans cet établissement, elle est complètement mise en relation avec plusieurs facteurs. Un,
il y a eu une évolution de l'équipe qui n'a pas encore été accompagnée du fait d'un certain nombre de départs en retraite et du fait pour un certain nombre de salariés âgés d'un passage à temps partiel pour raison de santé. Donc en fait, un départ de personnes très qualifiées et une arrivée de nouvelles personnes, et cet accompagnement de la montée en compétences que ça demande ne s'est pas fait. Pas seulement de la montée en compétences, mais aussi de la conception partagée du métier. On voit dans des tas de petites choses qu'ils ont des points de vue qui sont tous légitimes. Alors moi, je ne suis pas en train de dire qu'un point de vue sur le travail est plus légitime qu'un autre, mais si on veut travailler ensemble, il faut avoir le temps de partager. Or, cette évolution, elle se fait en même temps qu'une diminution des temps formels d'échange sur le travail. Et donc tout ça c'est pas par hasard que les choses se dégradent. Je vais prendre aussi sur la question de la participation un autre exemple. Après, tu me bloques si jamais je parle trop, mais un autre exemple sur la question de la participation. Pareil, un établissement où j'ai été, des choses que j'ai vues, deux lingères dans un EHPAD, donc qui accueille des personnes âgées. Et simplement, donc moi j'ai observé une journée de travail, et dans la journée, elles font des lessives, des repassages, elles plient, elles rangent, etc. Et elles sont amenées à laver et repasser, plier et ranger des nappes. Les nappes servent uniquement pour des temps plus festifs, de repas pour les résidents. Et donc, je vois qu'elles font 2 tas de nappes. Un gros tas de nappes, où donc elles vont repasser 31 nappes en 33 minutes. Un deuxième tas de nappes plus petit où elles vont repasser 7 nappes en 11 minutes, 12 minutes. Ça paraît pas grand-chose, mais la différence est considérable. Sur une journée de travail où elles ne font que laver, plier, ranger, repasser, passer quasiment pour le repassage d'une nappe du simple au double en termes de temps, ça change considérablement. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec ces nappes ? C'est que les nappes plus faciles à repasser sont les anciennes. Le directeur, voyant que les nappes étaient usées, a voulu changer le stock, a racheté des nouvelles nappes sans associer les lingères à l'achat des nappes. Du coup, ces nouvelles nappes sont beaucoup plus difficiles à repasser. Du coup, elles mettent en place, et là c'est justement l'organisation du dialogue au sein de l'établissement qui permet de mettre en place des solutions qui vont compenser. Donc comme elles ont un dialogue et un échange, alors ça se voit tout au long de la journée, très fluide avec les équipes dans les étages de salariés, en fait les salariés savent qu'elles doivent utiliser de façon privilégiée les nappes les plus anciennes qui ne sont pas rangées au même endroit. Et donc, c'est seulement en complément qu'elles viennent utiliser. Donc, elles sont obligées de déployer des stratégies collectives de compensation simplement parce qu'au départ, elles n'ont pas été associées à quelque chose qui n'a pas été compris comme étant impactant sur leur travail, mais qui en fait l'est. Et donc, ces questions de participation, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des questions toutes ces questions-là se nouent vraiment dans le quotidien du travail, dans des très petites choses très contextualisé, et que c'est beaucoup lié, donc cette dégradation qu'on observe est beaucoup liée à la diminution des temps d'échange entre la hiérarchie et les salariés, les temps d'échange entre collègues, et puis du coup à des évolutions aussi du contexte. Donc ça aussi je voulais l'évoquer un petit peu. On est dans un contexte, donc dans une évolution du contexte de la satisfaction au travail et de ce rapport au travail qui semble, comment je pourrais dire, une évolution beaucoup plus négative que dans le reste du salariat, c'est-à-dire qu'on part d'un rapport au travail qui est beaucoup plus favorable, mais la dégradation est beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir ailleurs. C'est différentiel de désillusion finalement qui est important. Je ne suis pas en train de faire du catastrophisme. Les gens sont dans l'économie sociale, effectivement, tout métier confondu. Moi, j'ai rencontré des gens faisant tout type de métier, y compris des gens arrivés complètement par hasard. Quand on prend, par exemple, les auxiliaires de vie sociale dans l'aide à domicile, aucune petite fille ne rêve, quand elle sera grande, d'être aide à domicile. Alors qu'elle peut rêver d'être infirmière, ou qu'elle peut rêver d'être médecin, ou d'être éducatrice, ou d'être pompier. Enfin, je sais pas. Après, tout ce qu'on peut imaginer comme métier il y a une image sociale. Aide à domicile, c'est invisible socialement, donc personne ne rêve de l'aide. Tout le monde y arrive par hasard. Par contre, ceux qui y sont, c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Ils continuent à travailler. Donc ça, c'est sûr, il y a un engagement qui est très fort, mais du coup, une dégradation qu'on constate. Alors, qu'il y a un contexte qui évolue en termes de moyens.
Donc en termes de moyens directs, le secteur associatif s'appuie pour une grande partie de son activité sur des financements publics qui sont de plus en plus contraints, qui sont contraints directement en termes de ressources pour les associations, mais qui contraignent aussi l'activité. Si je reprends l'exemple de l'aide à domicile, les associations d'aide à domicile interviennent beaucoup dans des accompagnements de personnes âgées dans le cadre d'une action sociale qui est portée par les départements. Et les conseils départementaux, pour des raisons de moyens uniquement, tentent de réduire les durées d'intervention auprès des personnes prises en charge, qui étaient plutôt il y a 5 ou 10 ans encore d'1 heure et qui réduisent jusqu'à proposer des temps d'intervention d'1 quart d'heure. On comprend très bien que d'une part, c'est pas du tout la même chose pour un salarié de faire 6 fois 1 heure et de faire 24 fois 1 quart d'heure. Il y en a un qui est possible, il y en a un qui est carrément pas possible, même si ça paraît techniquement la même chose. Et puis en plus, on va retrouver ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'une salariée qui doit intervenir en 1 quart d'heure auprès de quelqu'un auprès de qui avant elle intervenait en 1 heure et qu'elle accompagne depuis 10 ans, en 1 quart d'heure, elle essaye de faire la même chose que ce qu'elle faisait en 1 heure. Ça non plus, c'est pas possible. Du coup, elle prend sur elle, c'est-à-dire qu'elle prend sur son temps. On a accompagné des aides à domicile qui démarrent la journée plus tôt que ce qui est prévu, de manière complètement invisible, puisque comme elles pointent maintenant par téléphone, elles attendent l'heure pour pointer. Mais elles ont commencé 1/2 heure ou 3 quarts d'heure plus tôt, et puis qui décalent petit à petit leur journée jusqu'à terminer 1/2 heure, 3 quarts d'heure plus tard, toujours de manière invisible, parce qu'elles ont bien pointé à la bonne heure. Mais elles ont continué après. Donc il y a des questions de moyens. On peut faire le parallèle avec ce qu'on a vu sur la grande distribution récemment à la télévision, sur le débadgeage, pour continuer ensuite à faire du je pense colis. qu'effectivement, ces questions d'engagement dans le travail, ils se retrouvent partout. N'importe quel salarié souhaite faire le mieux possible son travail. Voilà. Mais c'est renforcé dans l'économie sociale par le fait qu'on sait qu'on travaille dans une structure qui a un projet, qui a but non lucratif. Donc on sait qu'on est partie prenante du projet. Et puis on a l'utilité sociale visible, directe, immédiate de son activité. On a aussi... Bon, après, je pourrais parler d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça impacte... Ce qu'on voit, ça vient de causes qui sont des causes, comment je pourrais dire, conjoncturelles, voilà. Mais ça impacte le quotidien. Et c'est aussi dans ce quotidien du travail qu'on va trouver les ressources. Ça ne devrait pas non plus avoir l'impression... On voit qu'il y a des contraintes, mais qu'il y a aussi des ressources qui vont permettre justement de retrouver des espaces de dialogue sur le travail. J'ai encore 2 minutes, j'avais un exemple à donner de structure, d'une équipe. On est dans le concret, allons-y. Ajoutons des exemples encore. Comme tu veux. Sinon, par exemple, toujours dans un EHPAD, je rencontre une équipe. Donc moi, je l'ai rencontrée après les changements dont je vais vous parler. Donc c'est une unité Alzheimer, qui est une petite unité Alzheimer. Il y a 12 résidents et il y a 4 AMP. Donc les AMP sont des professionnels avec une qualification de niveau 5, mais une qualification qui est vraiment orientée vers l'accompagnement. Juste AMP, ça veut dire quoi ? Aide médico-psychologique. Voilà. Et donc, il y a 4 AMP qui accompagnent les résidents, les 12 résidents de cette unité. Donc, qui sont par rapport au public, donc les EHPAD, les maisons de retraite ont plutôt des publics en général très âgés. Et là, c'est plutôt des publics plus jeunes, donc avec encore valides physiquement, mais très désorientés. Donc, ils ne peuvent plus vivre seuls au domicile. Et donc, ce sont des unités dans lesquelles il y a beaucoup d'activités, d'accompagnement des résidents, puisqu'ils sont encore valides et avec beaucoup de possibilités de faire des choses. Et donc, elles sont à 2 le matin, 2 l'après-midi. Et donc la période initiale, celle où la situation s'était vraiment dégradée, elle fonctionnait en étant 1 semaine 2 de matin, 2 d'après-midi, et la semaine d'après, elles intervertissaient les 2 d'après-midi et de matin, les 2 de matin, 1 d'après-midi. Et elles avaient constaté qu'elles s'entre-déchiraient un petit peu comme si elles étaient 2 sous-équipes. Ah, nous, quand on est de matin, on fait comme ça, et vous ne faites pas comme ça, vous nous laissez ça, etc. Ils se mettent tout autour de la table avec la cadre du service, et ils décident de tester un nouveau mode d'organisation des horaires avec une rotation plus aléatoire. Donc elles sont amenées toutes à travailler avec les 3 autres avec une rotation aléatoire. Ce qui amène à ce que parfois,
elle termine le soir à 21h, elle recommence le lendemain matin à 7h. Donc avec des contraintes en termes de gestion de son temps qui sont beaucoup plus lourdes, en termes de fatigue, etc. Moi, je les ai rencontrées plusieurs mois après, et alors elles étaient ravies. Et ce qui explique qu'elles soient ravies, c'est que d'une part, elles sont passées de 2 équipes de 2 à une équipe de 4, et que ça leur change complètement la vie. Et que deuxièmement, je pense, ce choix-là, elles l'ont fait ensemble. C'est-à-dire que ce compromis, il n'y a pas... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour agir, il faut trouver des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre, c'est jamais une solution idéale. Mais cette solution de compromis, si on peut la construire ensemble en s'appuyant sur ce qui nous paraît à un moment donné le plus important au vu des contraintes très concrètes qu'on rencontre dans le travail, eh bien, ça change tout. Ça change tout dans le rapport au travail. Et ces solutions contextualisées, on ne peut pas les transférer. Ce n'est pas parce que là, ça marche bien dans cette unité que même dans le même établissement, l'unité d'à côté, on peut dire « Ah ben tiens, on va passer tout le monde à une rotation aléatoire ». Là, à nouveau, on se retrouve dans d'autres problèmes. Mais voilà. Alors, on est sur un rapport très concret à notre sujet, ce que je trouve personnellement très, très intéressant. Et je me posais la question, en fait, dans la salle, qui dirige ou travaille dans une structure de l'économie sociale et solidaire ? J'espère qu'il y en a beaucoup. On est au salon des associations, d'accord. Qui se retrouve soit dans ce qu'il vit, soit dans ce qu'il constate dans son quotidien de travail, dans ce qui a été dit d'une manière ou d'une autre, et par Marc Loriol et par Emmanuel Paradis jusqu'à maintenant. D'accord, donc on est à peu près dans le vrai quand même, dans ce qu'on dit. J'ajoute qu'il y a un micro qui est là, et une hôtesse qui peut vous l'apporter quand vous voulez. Si vous avez une question à poser, on essaiera en tout cas d'avoir une séance de questions-réponses au milieu et à la fin de ce débat. Passons aussi au premier témoignage du coup d'acteurs, de dirigeants de structures. Christophe Landais, depuis qu'on a débuté la préparation de cette conférence, je vous désigne comme étant celui qui a la double culture. Vous dirigez aujourd'hui une structure de service à la personne, qui est une agence qui dépend d'un réseau franchisé, qui est Axéo. Mais qui fait partie c'est un groupe privé lucratif. Et avant ça, vous avez travaillé, vous, dans le secteur associatif, toujours sur ce même secteur-là. Alors, c'était intéressant justement d'avoir votre regard sur ces questions de bien-être au travail dans votre parcours, puisque vous avez ce double regard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel a été ce parcours que vous avez fait, qui vous a amené comme ça du privé non lucratif au privé lucratif ? Alors moi, même si je ne voulais pas être bavard, comme je suis très vieux, ça va durer très longtemps. J'ai travaillé 25 ans dans le monde associatif. J'ai créé des associations de loisirs sportifs et de colonies de vacances pour enfants. Ensuite, j'ai rejoint des structures plus importantes, et notamment nationales, comme la Solency, où j'étais directeur général adjoint. J'ai continué dans un autre sujet, mais dans le monde associatif, à organiser tout le réseau de la SPA, pour les animaux. Et puis, j'ai fait un bref passage chez Emmaüs Solidarité. Donc, je suis parti de petites associations, et puis petit à petit, j'ai participé à l'organisation de grandes associations. Ce qui me fait dire que dans le panel associatif, je crois avoir une certaine expérience, à défaut d'expertise, dans les différentes tailles d'associations. D'accord. Vous travaillez aujourd'hui dans les services à la personne dans une structure du privé lucratif. Qu'est-ce qui vous a amené à passer de l'associatif au privé ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce que c'est en lien justement avec ce rapport au travail ? Clairement. Le basculement s'est fait à un moment donné où le fonctionnement d'une association qui a plus de 600 salariés, même en tant que cadre dirigeant, ressemble à une entreprise relativement classique avec toutes les instances de représentation du personnel et avec toutes les contraintes et un vrai manque de recherche de solutions parce que c'est un gros bateau et qu'on ne fait pas tourner aussi vite que des petites goélettes. Voilà. Donc l'idée c'est de retrouver une structure plus à taille humaine, on va dire. Pas tant, donc l'idée de sortir de l'associatif, il y avait une idée aussi là-dessus ou De mon expérience de travailler dans des très grosses associations, je ressentais vraiment à un moment donné une différence entre la vitrine et ce qui se passait dans l'atelier. Et en fait, pour préserver en fait l'image de l'association, le fonctionnement en général s'octroyait
pas s'octroyait, mais s'obligeait ou était obligé à avoir des fonctionnements qui pouvaient être vraiment néfastes aux personnes qui travaillaient à l'intérieur des organisations. À partir de ce moment-là, je ne me retrouvais plus dans l'idée de défendre un plaidoyer et en même temps de participer à un fonctionnement qui allait à l'encontre des personnes qui travaillaient à l'intérieur. Dès lors, dans la structure que vous dirigez aujourd'hui, comment est-ce que vous abordez cette question du bien-être des salariés ? Alors ça c'est bien, c'est moi le patron, je fais tout ce que je veux. C'est vrai ? Voilà. Et en fait j'ai des personnes donc, que je retrouve, hein, tous mes bénéficiaires précédents, je les retrouve en tant que salariés. Donc déjà j'ai une bonne connaissance du public que je vais embaucher. Et je mets en place une façon de management très participatif justement. L'idée c'est que les personnes sont réellement associées. Je me faisais la réflexion quand Emmanuel parlait, c'est pas mal d'associer les gens dans le monde associatif en fait, à leur travail. Donc c'est ce que j'essaye de faire en fait moi à l'intérieur de ma société, autant sur des plannings alors qu'on a des fortes contraintes puisqu'on est en permanence chez des gens à l'extérieur, que aussi sur le choix partagé des clients tout simplement. C'est que j'impose pas des clients à des intervenants, mais il faut que ça matche autant que le client matche avec l'intervenante, mais l'inverse peut être vrai. J'ai eu des intervenantes qui m'ont dit non, moi je ne veux plus travailler là pour telle ou telle raison, alors je m'adapte. Voilà. D'accord, donc grande faculté d'adaptation, et vous êtes un dirigeant qui fait ce qu'il veut, mais en même temps qui consulte beaucoup et qui concerte. Ah oui, mais ça c'est une vraie volonté de ma part. D'accord. Cette distinction, vous avez un parcours qui va amener de très grandes structures à des plus petites structures, et apparemment c'est un critère distinctif qui a été important aussi dans un certain nombre de vos choix professionnels. Je me tourne vers Emmanuel Paradis et Christian Aliès, que je n'ai pas encore présenté, qui est le directeur de l'ARACT Île-de-France, donc l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Est-ce que le critère de la taille de la structure est un critère important quand on traite la question du bien-être au travail ? Christian Aliès. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, la question, c'est peut-être qu'est-ce que je vais dire moi. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend aussi de l'objectif. Est-ce qu'on rentre dans une PME dont le dirigeant est déjà convaincu, comme l'est la personne que je viens d'entendre, et auquel cas, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'intervenir sur des problématiques de qualité de vie au travail. Et puis ensuite, vous tombez sur des grands groupes qui ont parfois généré de nombreux accords, et on intervient effectivement devant des grands groupes. Et parfois, il y a effectivement une pratique qui fait qu'on peut converger rapidement vers une démarche de qualité de vie au travail, parce que souvent, la question que j'ai, c'est pas forcément un problème de taille, c'est plus... Est-ce que vous avez une définition de ce qu'est la qualité de vie au travail ? Alors, puisqu'on est dans une table ronde sur le bien-être, le bonheur, etc., moi, je suis toujours très sceptique. Et pas plus tard que lundi après-midi, j'étais chez un partenaire social côté employé qui souhaitait que je donne une définition de la qualité de vie au travail, ce que je me suis bien refusé, puisque de toute façon, la qualité de vie au travail, c'est d'abord, si on s'en réfère à l'ANI, alors on a été, je rappelle que le réseau ANACT-ARACT a été et encore, je dirais, le porte-fort de la Direction générale du travail sur les problématiques de qualité de vie au travail, et qu'en ce sens, déjà, ça fait 4 ans, mine de rien, donc une Olympiade où les entreprises et les partenaires sociaux ont pu ou non se mettre autour de la table. Si ce n'est autour de la table, c'est de la table, pas simplement de négociation, parce qu'il n'y a rien à négocier dans la qualité de vie au travail, pour le moment, puisque j'ai le souvenir d'une réunion alors peut-être qu'on en parlera sur le poids des instances représentatives, mais d'une réunion qui avait eu lieu à l'AFNOR, où il y a eu un tir de barrage des partenaires sociaux sur la normalisation de ce que pouvait être la qualité de vie au travail, qui est une vision très québécoise, voire canadienne, mais qui a complètement été refusée en France. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense que par rapport à la pratique que l'on peut avoir, moi j'y vois 4 stades pour éventuellement essayer de voir ce qu'est la perception du bonheur, puisque je reviens sur le sujet de notre table ronde. C'est il y a des points de passage obligés qui sont le niveau 1 en matière de réglementaire. Donc le réglementaire existe dans l'entreprise. Je le dis parce que si je reprends la définition du bien-être, alors là, il y a une définition, il y a même un texte de loi. Par exemple, on avait un groupe de travail, quand j'étais directeur à Lille, franco-belge, et il y a un décret en Belgique qui définit le bien-être.
qui définit. Alors vous retrouvez, hein, il n'y a pas d'innovation sensationnelle. C'est pas parce que ce sont des Belges. C'est simplement parce que quand on lit le décret ou quand on lit la loi, on parle d'ergonomie, plus de risques psychosociaux que de risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on individualise plutôt que dans le collectif. On a également des problématiques d'hygiène, voire d'ambiance. Sauf que je retrouve souvent l'ambiance et le jeu de baby-foot après, parfois lorsque j'interviens dans des entreprises ou des cafétérias, etc., qui sont là pour imager la qualité de vie au travail. Donc, il y en a certains qui mettent des décrets. Nous, on est plutôt dans une démarche expérimentale. Donc, il y a un point de passage qui est en particulier le réglementaire à travers le document unique. Et je connais beaucoup d'entreprises qui m'appellent, je le dis souvent, mais c'est vrai, qui m'appellent sur des problématiques de qualité de vie au travail. Quand je pose la première question avant de voir débarquer les inspecteurs du travail, c'est dire est-ce que votre document unique est à jour ? C'est quoi le document unique ? Votre document unique est à jour pour ceux qui... Oui. Donc, une fois que cette première étape... Des têtes qui acquiescent. On est discipliné dans le Normalement, tout le monde doit acquiescer. associatif. Alors, ceci dit, il y a des statistiques qui montrent que 70% ne sont pas à jour. Il y a eu un gros projet sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est la seule région qui a mis en place un plan bien-être. Le plan bien-être à hauteur de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, 70% des TPE pour les moins de 11. Pour les moins de 11, 70% des TPE du Nord-Pas-de-Calais, alors sur l'échantillon, n'étaient pas à jour de leur document unique. Donc, première étape, le document unique. Deuxième étape, je ne peux pas ne pas passer par là. Deuxième étape, c'est on va aller, les décrets arrivent, et en tout cas dans la fonction publique, ils sont très investis là-dessus, c'est la prévention des risques psychosociaux. Donc, prévention des risques psychosociaux, DU, c'est réalité et réalisme. Il y a une réalité dans l'entreprise. Avec réalisme, il faut intégrer l'ensemble de cette problématique psychosociale. Puis après, là on commence, une fois que tout ça s'est réglé, on peut commencer à espérer le bonheur. Ceci dit, moi qui ai invité pour les 20 ans de l'ARACT à Lille, Comte Sponville, j'ai retenu une phrase qui m'avait dit être heureux, c'est ne pas espérer ou cesser d'espérer le bonheur. Être heureux, c'est cesser d'espérer le bonheur. Tout est dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut passer sur l'étape 3, qui est la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est tout sauf un texte et un décret. C'est d'abord une démarche et un engagement que souhaite à la fois la direction, à la fois les salariés, les partenaires sociaux, pour engager éventuellement ce que peut être une perception du bonheur. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on a bien senti dans tous les exemples évoqués précédemment. Pardon, je pensais que vous aviez encore quelque chose à dire. Mais je reviens simplement sur la question de la corrélation entre taille de structure et Emmanuel, sur l'ESS, il y a peut-être des données là-dessus. Et puis une autre intervention. En fait, il y en a qui disent que c'est lié, c'est pas lié. Nous, on voit dans l'économie sociale, on fait donc 2 types d'études. Vous avez le baromètre qualité de vie au travail et on fait aussi une analyse des arrêts maladie à partir de données qu'on recueille en tant que mutuelle de prévoyance, donc à partir des données sociales qui sont déclarées, donc dès le premier jour. Il y a une corrélation dans les réponses au baromètre qualité de vie au travail, il y a une corrélation entre la taille des structures et le niveau de satisfaction, globalement, par rapport à la qualité de vie au travail. Et en termes de santé, il y a une corrélation. Plus on est dans des structures de taille importante, jusqu'à 250 salariés. Après, c'est stable. Plus la santé se dégrade. Et plus on est dans des petites structures, mieux ça va en termes de santé. On a essayé de croiser avec d'autres facteurs pour voir si c'était parce que peut-être dans les petites structures, on ne fait pas la même chose, par exemple. Mais quand on va regarder par code NAF ou par branche professionnelle, c'est la même chose à l'intérieur de chaque secteur d'activité. On a essayé de regarder si c'est parce que les gens sont plus jeunes, par exemple, dans les petites structures. Mais en fait, non, c'est vraiment la taille de la structure. Et du coup, je voulais juste donner un exemple pour illustrer ça. On a fait récemment une enquête sur la qualité de vie au travail dans les associations du secteur de l'animation. Donc là, il y a vraiment une enquête qualitative de terrain avec des observations, des entretiens de salariés, de dirigeants et des observations de situations de travail. Et il y a quelque chose qu'on a vu de façon très très nette. Donc les associations de l'animation, l'immense majorité sont des petites associations. Et puis vous avez quelques très grosses fédérations que tout le monde connaît, la Ligue de l'enseignement, les CMA, enfin voilà, je pourrais en citer d'autres. Vous avez donc des très grosses fédérations, Léo Lagrange. Enfin bon. Et puis,
ce qu'on a vu, c'est vraiment une distinction en fonction de la taille. Vous avez les petites structures. Alors là, je parle vraiment des petites associations qui font maximum 6-7 salariés. De 1 à 6-7 salariés. Ça va très très bien parce que c'est fluide, parce qu'on prend les décisions ensemble, parce qu'on est complètement associés, parce que quand il faut qu'on ajuste quelque chose, quand il y a une information à faire circuler, tout le monde est tout de suite au courant. Et puis, une situation. Alors, le secteur d'animation est actuellement confronté à des évolutions en termes de contexte très importantes, des financements de plus en plus réduits, des contraintes économiques très, très, très lourdes qui impactent l'activité. Et bien, qui est-ce qui est en train de souffrir de ce changement de contexte? C'est les associations, alors juste l'entre-deux, c'est-à-dire celles qui font à partir de 8-10 salariés et jusqu'à 25-30. Parce qu'au-delà, on est outillé, on est équipé en termes d'organisation pour intégrer ces choses-là, mieux réfléchir l'organisation, commencer à mieux réfléchir l'organisation. Mais ces associations juste de taille intermédiaire, elles sont confrontées de plein fouet aux contraintes économiques, donc elles n'ont plus de temps pour rien faire, tout le monde est le nez dans le guidon à cavaler, etc. Mais la fluidité dans la participation, tout ce qui est informel dans les régulations, c'est trop important, c'est des associations qui sont de taille trop importante pour y arriver. Et donc, alors je partage complètement le fait qu'on peut agir à tous les niveaux et toutes les tailles d'associations, mais c'est vrai qu'il y a un impact parce qu'il y a des choses qui demandent, quand on est dans des associations plus importantes, à être beaucoup plus soutenues par une organisation, en fait. Alors que quand on est dans des associations de petite taille, les choses se font de manière plus spontanée. Et c'est ça qui explique, de mon point de vue, cette différence. D'accord. Marc Loriol? Oui, je voulais d'une part abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. C'est vrai que toutes les statistiques le montrent que globalement, le stress, le harcèlement moral, ou en tout cas les plaintes de stress ou de harcèlement moral augmentent avec la taille de l'entreprise. Ce qui recouvre j'ai travaillé sur les TPE avec une doctorante qui recouvre deux situations très différentes en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un zone de TPE, il y a une façon de régler les problèmes au fil de l'eau avant qu'ils ne deviennent source de stress. Il y a aussi un côté plus sombre qui est qu'on se plaint pas parce que quand on se plaint, on est exclu par le collectif ou par l'employeur ou les deux en même temps le plus souvent. Donc il y a aussi une question parfois de peur. C'est pas les mêmes structures que celles où on règle les problèmes au fil de l'eau et où les choses se passent plutôt bien. C'est ça que globalement il y a ce phénomène-là. Un deuxième point qui est important, c'est que dans les grosses organisations, on peut aussi avoir des formes de recréation de plus petites entité humaine. Moi, j'ai travaillé dans la police, la brigade de police secours. Vous avez observé la police, vous n'avez pas été policier? Non, j'ai observé les policiers, oui. J'ai fait plusieurs mois d'observation dans 4 commissariats différents. Et donc la brigade, c'est très intéressant parce que c'est un petit groupe entre 8 et 12 personnes, 8 et 12 gardiens de la paix. Et dans ce petit groupe, il y a une grande autonomie. Et dès lors qu'il y a une certaine stabilité, il peut se créer, c'est pas automatique, c'est pas magique, mais il peut se créer un collectif qui permet d'une part de s'adapter facilement aux situations difficiles, aux usagers dangereux ou pénibles, qui permet aussi de définir ce qu'est un bon travail policier et de savoir comment on peut être fier, même si on n'a pas fait exactement tout ce qu'un policier est censé ou obligé en théorie de faire. Pareil à l'hôpital, les services et les équipes hospitalières peuvent recréer ce collectif au sein d'une très grosse organisation. Malheureusement, ce qu'on observe, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a cette fragilisation par ce qu'on peut appeler des fausses économies pour la performance, c'est-à-dire que les directions hospitalières cherchent à rendre les gens polyvalents, à les faire bouger pour s'adapter au plus près des besoins, et finalement on crée des turnovers, on crée de la mobilité, et on finit par avoir des équipes. Alors je pourrais prendre des chiffres, mais par exemple l'enquête emploi, l'enquête pour conditions de travail de l'enquête emploi de l'INSEE montre qu'entre 2003 et 2013, pour les infirmières et sages-femmes, on a pratiquement un doublement des personnes qui disent qu'elles doivent régulièrement changer de poste en fonction des besoins du service. Il y a aussi de plus en plus d'intérimaires, de CDD, pour lesquels les infirmières permanentes du service
n'ont plus la force de les former, parce que quand on voit des gens qui changent tous les mois ou tous les 2 mois, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les former? Et on n'a plus de collectif, on ne va plus pouvoir, quand on est dans ce cas-là, évoquer ces difficultés vis-à-vis de gens qui on n'a pas forcément entièrement confiance, on ne connaît pas parfaitement. On n'échange plus les ficelles du métier, on ne peut plus prendre du recul, par exemple en plaisantant sur tel malade pénible, parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété, voire repris contre nous. Et tout ça fait que cette capacité à créer une petite équipe collective qui se soutenait s'affaiblit dans beaucoup de services, et on a des situations qui souvent conduisent à, comme je l'ai dit, des fausses économies, c'est-à-dire qu'on va avoir un manque de communication, on va avoir un certain nombre de dysfonctionnements organisationnels liés au fait que chacun est dans son coin et n'est pas incité à tenir compte des besoins et du point de vue de l'autre, avec des actes redondants, avec des pertes de temps, avec un manque de fluidité qui est d'autant plus dur qu'on a en même temps l'intensification qui a été évoquée tout à l'heure et qui est très forte aussi à l'hôpital, où il faut aller de plus en plus vite, avec de moins en moins de coopération. Donc de plus en plus de situations où on bloque, où le travail de l'un est bloqué parce que l'autre n'a pas fait son travail, mais l'autre n'a pas fait son travail parce qu'il est malveillant, l'autre n'a pas fait son travail parce qu'il n'est pas au courant des besoins des personnes avec qui il doit travailler. Et ce genre de situation fait que l'on a effectivement perdu les avantages de la petite équipe qui étaient ceux qu'on pouvait trouver dans les petites structures. D'accord. Avant de donner la parole à Florence Vedovato, comme on l'a prévu, je voulais juste donner la parole à Michel Montagu simplement pour vous entendre sur ces questions que l'on évoque là depuis quelques minutes. Pourquoi je vous pose la question? Parce que vous avez été DRH pendant 15-20 ans d'un grand groupe de travail temporaire, Randstad. Aujourd'hui, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat social. Vous avez créé une entreprise sociale qui s'appelle Hop Food sur le gâchis, sur la lutte contre le gâchis alimentaire. Vous travaillez aussi à la réalisation d'une plateforme d'échange de bonnes pratiques, pour dire vite, qui s'appelle Manager l'Enchanteur, parce que vous avez trouvé dans les structures, notamment de l'entrepreneuriat social, on va dire les startups de l'innovation sociale, des choses intéressantes à dire. Vous qui venez d'un grand groupe avec des dizaines de milliers de salariés et qui vous intéressez maintenant à ces petites structures, que vous évoque ce qui a été dit en quelques mots? Beaucoup de choses. La première chose, c'est que je crois que déjà, c'est très important qu'on parle du bonheur au travail. Je pense qu'il y a 10 ans, on parlait que de risques psychosociaux, de souffrance au travail, de suicide, de burn-out. Et je trouve que de reparler du bonheur au travail, c'est absolument essentiel, d'être positif enfin. Et je crois que toutes les entreprises, qu'elles soient traditionnelles ou de l'ESS, se sont quand même aperçues qu'avec un taux d'engagement aujourd'hui qui est mesuré dans les grandes structures par les grands organismes de sondage, on arrive à la conclusion qu'il y avait entre 70 et 80% des collaborateurs des entreprises traditionnelles qui étaient désengagés. Concrètement, ça veut dire que quand vous avez un bateau, il y a 2 personnes qui rament dans le bon sens, 2 personnes qui rament contre-sens, et à peu près 5 personnes qui ne rament pas du tout. Alors, je ne vous propose pas de faire tout de suite l'intervention que je vous demandais. Mais je voulais après. dire que, du coup, je pense que ce niveau d'engagement, de désengagement dans les entreprises traditionnelles donne de l'appétence pour l'ESS. Parce qu'en fait, ces personnes, c'est là où je voulais en venir, ces personnes qui finalement arrêtent de ramer dans l'entreprise traditionnelle, elles s'ennuient, et où est-ce qu'elles vont aller trouver du sens et de l'impact? Dans l'ESS. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a un certain nombre de personnes qui quittent l'entreprise traditionnelle, ou alors qui restent en travaillant de moins en moins, et qui, sur son temps disponible, va aller s'investir dans des associations, dans des projets qui font sens. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de Français qui s'investissent dans l'ESS, en plus de leur temps de travail. Et donc moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il faut apprendre de l'ESS, à aller voir ce qui s'y passe, et comment l'ESS donne du sens à des personnes qui le recherchent, qui ne le trouvent pas ailleurs. D'accord. Et effectivement, après, il faut se préoccuper que la promesse de sens de l'ESS ne soit pas contrebalancée, exactement, comme Christophe Landais l'évoquait, entre la vitrine et ce qui se passe dans l'atelier. Florence Vedovato, on continue avec votre témoignage, parce qu'on avance sur comment on prend en main ces questions-là. Vous êtes directrice des ressources humaines de la sauvegarde des Yvelines, hein, on l'appelle comme ça. La sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines, très pompeusement. C'est une structure, c'est une association, il y a 800 salariés. C'est ça. Combien de personnes accompagnées par an? 5000 à peu près. Voilà. Et il se trouve que vous avez eu à prendre, donc on est déjà sur une structure, une grosse structure à l'échelle de l'ESS associative. Comment est-ce que ces questions-là ont été abordées dans votre structure? Quelle a été l'histoire? Alors,
Alors d'abord, après le tableau qu'on a dressé, 800 salariés, ça paraît juste impossible en fait d'être dans l'adaptabilité. C'est ça qui vient, c'est que j'arrive là en me disant si vous êtes d'une grosse structure, grosso modo, il se passera pas grand-chose. Alors c'est pas vrai. J'aimerais bien quand même qu'on puisse l'entendre. La sauvegarde des Yvelines, elle a modifié en fait son projet associatif pour être dans quelque chose de plus participatif dans sa façon d'aborder à la fois l'usager et les professionnels. Et dans ce cadre-là, en 2014, la question de comment on s'occupe justement des professionnels s'est posée, et donc comment on accompagne. Donc, c'est créé une commission de prévention des risques psychosociaux. Alors, c'était pas qualité de vie au travail et c'était pas non plus bonheur au travail. Parce que, on peut le dire quand on est tout en haut, mais quand ça vient des salariés, ça arrive par les RPS et par le CHSCT et par des problématiques très concrètes de ça ne fonctionne pas. Concrètement, quel a été l'élément déclencheur ? Alors, j'ai pas d'élément déclencheur parce que j'y étais pas à ce moment-là, mais il y a une préoccupation parce que le contexte institutionnel fait que les financements se réduisent, qu'il faut du coup repenser la façon dont on travaille, et que tout ça fait que les salariés arrivent en disant on va pas bien, il faut penser aussi à nous. Cette commission de prévention des risques psychosociaux, elle ne se construit pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une décision de la direction générale de construire une commission. Et puis après, il faut penser à par qui elle est constituée. Et ce n'était pas si simple. L'idée, c'était quand même qu'il y ait à la fois tous les niveaux hiérarchiques pour que du coup, on engage les professionnels, c'est-à-dire pas uniquement le niveau de direction générale, ni les directeurs, Il y a 24 établissements, 50 sites sur les Yvelines, donc pour toucher tout le monde, il faut forcément avoir des relais. Et l'idée, c'était justement d'avoir ces relais, à la fois donc avec tous les niveaux hiérarchiques représentés, des salariés comme des représentants du personnel. Donc c'était vraiment l'idée d'une mixité de regard autour de ce qu'étaient ces risques. Et on a demandé donc l'accompagnement, et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, c'est l'accompagnement de Quorum Sides pour savoir comment on avançait sur ce sujet-là, parce que c'est bien beau de dire on fait une commission de prévention des risques psychosociaux, mais concrètement, on y fait quoi ? Et donc, la commission elle a d'abord déterminé justement qu'est-ce qu'on fait. Donc ils sont partis en formation, ils sont revenus avec plein de belles idées, et puis il fallait quand même se mettre en œuvre. Et la première action qui était mise en œuvre, c'était une action de sensibilisation de l'ensemble de l'encadrement. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux, comment on peut les évaluer. Mais ça restait une journée de sensibilisation. Quand il y a 70 cadres dans une salle, vous imaginez, c'est à peu près la salle qui est là aujourd'hui. Une fois qu'on vous a dit voilà ce que sont les risques psychosociaux, très bien, vous repartez, vous avez un petit kit Quorum Sides, c'est super, mais ça ne suffit pas à ce que dans tous les établissements, il y ait une vraie sensibilisation et une vraie compréhension des problématiques. On n'a peut-être pas dit, il y a combien d'établissements dans la structure ? Alors, il y a 24 établissements, 50 sites, puisque D'accord. certains établissements sont multisites. Donc, c'est pas forcément très simple. Et donc après ça, la commission s'est dit, il faut qu'on ait une approche aussi un peu pragmatique. Et donc on s'est réparti avec l'outil qui s'appelle l'outil Faire le Point, qui est un outil d'évaluation des risques psychosociaux, des risques dans les établissements. Et donc par binôme, qui était en général un binôme encadré, encadrant, IRP, pas IRP. C'était quand même aussi une vraie aventure humaine parce que faut oser. Quand on est une directrice des ressources humaines et qu'on anime la réunion et qu'on a deux volontaires et dont on sait que c'est pas toujours facile de se dire il va y avoir 2 IRP qui vont aller dans un établissement, on ne sait pas trop comment ils vont être reçus. Il y a quand même un peu un challenge à voir faire ça, mais en fait, il y a aussi une vraie responsabilisation des acteurs, puisque du coup, ils sont en responsabilité, ils doivent utiliser l'outil, ils sont porteurs d'une parole qui est commune. Et en fait, ça marche. Alors, ils sont revenus d'abord hyper fiers d'eux en nous ayant dit, parce que Emmanuel Paradis y était la première séance, chacune des premières séances, puisque c'était des binômes, en disant on est très fiers d'avoir réussi à animer cette séance de questions où les professionnels en face, la petite équipe qu'ils avaient en face d'eux a pu leur dire, pour nous, parmi ces 41 questions, voilà les 4-5 questions qui sont nos questions préoccupantes du moment.
Et puis le deuxième étape, c'était vraiment de se dire, la commission de prévention des risques psychosociaux, c'est pas une baguette magique. Donc c'est comment à partir de ces questions, l'équipe elle-même qu'on vient de rencontrer s'approprie ces questions-là et du coup les retravaille ensemble et en discute ensemble. Et c'est très compliqué quand on est dans une instance en centrale de ne pas dire on arrive et il n'y a qu'à Faucon, c'est très simple, vous avez qu'à faire comme ci, vous avez qu'à faire comme ça. Alors, ce n'est pas du tout ça l'idée, c'est justement de revenir vers eux en disant voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce que vous avez dit de votre travail, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Et c'est vraiment un exercice de lâcher prise qui n'est pas très simple, parce qu'on revient très rapidement à comment on fait et on va essayer d'y arriver. Et, voilà. Donc, comment on lâche prise. Et en même temps, c'est aussi l'occasion, parce qu'il y a eu aussi des moments où ce qui se passait dans certaines des équipes n'était pas forcément facile. Et donc, de pouvoir redire dans cette instance centrale qu'il y a des choses qui appartiennent aussi à la direction générale et qui doivent être traitées, non pas dans le cadre d'une prévention, mais dans un cadre qui est tout à fait différent, qui est le cadre de management d'une direction générale, avec des établissements qui dysfonctionnent, parce que ça arrive. Et donc, de séparer les choses. Et pour rejoindre ce que disait Monsieur Aliès tout à l'heure, là, on est très concrètement aujourd'hui, après ces exercices de binôme qui continuent et qui se poursuivent. Donc, on y est tout doucement, avec beaucoup aussi de questionnements, parce que chacune des réunions, on se voit à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 mois, de temps en temps, il y a un moment d'essoufflement où on se dit... mais concrètement, on a fait quoi ? Comment on avance ? Il y a beaucoup de préoccupations de est-ce qu'on est visible ? Est-ce qu'on avance vraiment dans ce qu'on est en train de faire ? Parce que c'est une politique de petits pas. Et ces petits pas, quand on est 800, ils ne se voient pas tout de suite. Donc, les petits pas, il faut les soutenir. Et c'est vrai que, en fait, tous les 2 mois, je fais aussi un exercice de... Mais non, mais on y est, on est bien là et on est sûr qu'on est sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vraie... il faut aussi accompagner et accompagner l'ensemble de ce petit groupe à être d'abord toujours là, parce qu'il y a toujours mieux à faire que de s'occuper de la commission de la RPS. Donc oui, mais tu comprends, j'ai un dossier extrêmement urgent. Non, ce serait vraiment bien que tu sois là, parce qu'on a besoin de toi. Donc il y a déjà comment on fait pour que tout le monde soit bien là à la réunion. Ça, c'est la première surtout préoccupation. Ce qui était évoqué par notamment ce qui était dit avec Emmanuel Paradis, c'est que se donner ces temps-là est un élément constructif de cette qualité de vie au travail, de ce bien-être de chacun au travail. C'est un challenge du quotidien, parce que avoir tout le monde autour de la table, entre ceux qui arrivent un peu en retard, ceux qui partent un peu plus tôt, ceux qui ont finalement eu un rendez-vous extrêmement important, et tenir le cadre, c'est effectivement, ça nécessite d'être porté pour qu'il y ait... il n'y ait pas une dichotomie entre ce qu'on dit qu'on voudrait faire, du participatif, de la bienveillance vis-à-vis des salariés, et puis la réalité de terrain. Parce que même si, effectivement, la commission, quand elle revient et qu'elle se retrouve, il y a des moments, elle dit, mais quand même, moi, sur mon établissement... il se passe tout ça, ça va pas, c'est pas possible. Oui, mais en même temps, on n'a pas la baguette magique, et donc on va avancer, et on est sur des moyens de prévention petit à petit. Donc non, il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est certain. Maintenant, comment on avance doucement pour que chaque établissement, petit à petit, puisse avoir ces discussions dont on parlait à propos de des lingères tout à l'heure. C'est-à-dire que il ne suffit pas de le dire, et vous le savez très bien. Ça ne se décrète pas, la discussion, et ça ne se décrète pas le temps de travail ensemble. Donc c'est vraiment de faire comprendre à chacun qu'il y a un vrai sens à travailler ensemble, à en discuter. Parce que si on ne le voit pas tout de suite, on se dit non, mais ça fonctionne très bien jusqu'à présent, il n'y a pas de raison de changer. On peut aussi se dire qu'à 800, on applique les mêmes procédures, parce qu'on est quand même obligé. On rentre aussi dans un certain nombre de processus où il faut qu'on rentre pour telle date, tel document. C'est obligatoire. Oui, pour autant, on peut quand même avoir quelques aménagements qui font que la discussion est possible, ou quand on rentre dans ce contexte-là, de taux d'occupation, des lits, comment on fait pour justement le faire ensemble, et que du coup, ce ne soit pas quelque chose qui tombe et que ce soit extrêmement maltraitant. Mais ça, c'est véritablement un discours à porter, et à porter à tout niveau. Et c'est sûr que cette commission, alors c'est un tout petit... c'est encore... à retravailler, à poursuivre. Mais ça se poursuit. Et là, le dernier élément pratico-pratique sur lequel on va travailler, c'est
On a donc un document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, je tiens beaucoup au ERP à la fin du DU parce que la partie professionnelle, elle m'intéresse vraiment. Donc, j'y tiens. Mais notre document unique d'évaluation des risques professionnels, alors bon, il avait commencé évidemment par les risques physiques, parce que c'est beaucoup plus simple, les risques physiques. Donc on a un super document qui répertorie tout ça. Et la question maintenant, c'était, on a une commission de prévention des risques psychosociaux, comment on intègre ces fameux risques dans notre document unique, qui est quand même notre préoccupation première, parce qu'on s'occupe de personnes, et que finalement, ce sont ces personnes qui font qu'on est en risque aussi psychosocial. Voilà. Et donc, du coup, là, on va outiller les établissements. Et c'est la commission qui va être porteuse de cet outil. Donc voilà, ça va se déployer, mais avec nos petits moyens. Parce que même à 800, il y a ces petits moyens. D'accord. Voilà. Merci. J'entendais que ça réagissait un peu par rapport à ces témoignages. Est-ce que quelqu'un a une question, un ajout, un témoignage à apporter à ce stade de la discussion ? Surtout, n'hésitez pas, quel que soit le type d'intervention, soit un éclaircissement, soit un témoignage. Bonjour, Delphine Ebrard, je suis dirigeante de la société Verso, qui travaille pour les associations et pour le développement du mécénat des PME. C'est au sujet du bien-être au travail et la comparaison entre les toutes petites associations et les toutes petites entreprises et les plus importantes. Moi, j'ai développé pendant 5 ans, donc avant de créer ma société, un fonds de dotation, et j'étais seule, puis on était 2 pendant 5 ans. Et en fait, la question, c'est quand on est seul, quand on est 2, quand on est 3, ou quand on est une toute petite équipe, on est seul à faire les choses. Donc même quand on est malade, même quand on a 40 de fièvre, en fait, on vient au bureau parce qu'on peut pas. On sait que si on n'est plus là, ça tourne pas. Donc, alors qu'après, quand on est un peu plus nombreux, quand la comptabilité à une personne, on est 2, forcément, on se dit que l'autre peut prendre le boulot. Donc, c'est peut-être un petit peu tronqué. Enfin, je ne sais pas si forcément, ça veut dire que quand on est 2 ou 3, on est toujours très content de venir travailler. C'est sûr que la communication fonctionne. Mais il y a peut-être des moments où on n'est pas forcément toujours content, mais sans nous, ça ne marche pas. Donc, en fait, il faut qu'on vienne. Qui veut répondre peut-être rapidement ? Ça, je peux dire 2 mots. En fait, à partir de ce qu'on voit, c'est un des facteurs d'explication, l'engagement dans l'activité et vis-à-vis des collègues, mais ça explique quand même surtout la différence sur les arrêts de courte durée. Or, ce qu'on voit sur les données dont on dispose, c'est que les atteintes plus lourdes à la santé, elles sont aussi différentes en fonction de la taille des structures. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a ce que vous dites, mais il y a aussi une construction positive de sa santé. Je vais reprendre une citation parce que j'avais envie de vous la dire tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dite. Une citation de Georges Canguilhem, donc un philosophe, qui dit sur la santé, définition de la santé: je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi. Et en fait, plus on est dans une construction collective, plus on va pouvoir construire sa santé comme ça. C'est-à-dire avoir prise sur les choses, construire des choses, faire émerger des choses qui n'existeraient pas sans nous. Et voilà. Et donc, c'est plus facile à la petite structure. Et puis, je voulais aussi rebondir par rapport à ce que disait Florence Vedouvato à l'instant, parce que je voudrais surtout pas donner l'idée qu'il y a une espèce de fatalité et que on peut rien faire, etc. Au contraire, je pense qu'on peut faire. Mais je pense que plus les structures sont de taille importante et plus ça demande une organisation. Et votre exemple, moi, je le trouve très intéressant parce qu'il montre qu'on peut se doter d'une organisation qui fait... Parce que ce que je voudrais souligner, c'est que depuis que la démarche a été mise en place à la sauvegarde des Yvelines, vous avez changé de DRH, vous avez changé de CHSCT et la démarche continue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est souvent le cas, la démarche, elle ne s'est pas éteinte avec les personnes parce qu'elle est inscrite dans l'organisation. Voilà. Et donc, en fait, on peut faire des choses. Et comment on fait ? Effectivement, il s'agit exactement de ce que vous avez dit. Il s'agit de restaurer la capacité à dialoguer sur le travail au plus près du travail. Et ça, c'est pas si facile que ça. Et donc, fournir des outils, c'est ce que vous faites, repérer
que ces outils, ils ont des avantages et parfois aussi des limites. Donc éventuellement réfléchir ensemble à comment soit on utilise différemment ces outils, soit on fait appel à d'autres outils, etc. Et c'est tout ça, ce travail du quotidien qui chez vous est porté par cette commission, qui peut être mis en place de tas de manières différentes, mais qui montre quand même que c'est possible. C'est des petits pas, ça je vous rejoins entièrement, mais c'est des petits pas qui sont très efficaces en termes de résultats et d'action. Juste, on a évoqué les délégués du personnel, le CHSCT. Dans ces processus-là, où se trouvent les IRP? On pourrait imaginer que c'est le lieu privilégié du dialogue social et donc de la discussion de la relation au travail et des conditions de travail. Question qui peut se poser à tous entre le DRH de Randstad, le dirigeant d'une structure de service à la personne, Monsieur Aliès. Je me sens un peu concerné puisque l'ADN du réseau ANACT, c'est effectivement très paritaire. Mais d'abord, je vais revenir à donner une réponse. D'abord sur la question donc, du dirigeant, puisque moi, j'ai fait partie du comité scientifique du dernier colloque qu'il y avait eu à Lille en 2014 ou 2015 sur la médecine du travail. Bon, il y avait 3500 congressistes. Et pour la première fois, vous voyez, pour la première fois est venu le sujet de la santé du dirigeant. Or, dirigeants ou très petites entreprises. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement un sujet souvent qui est, voilà, un peu, on n'en parle pas. Et je suis de plus en plus sollicité. Alors, il y a eu des travaux de Torres avec l'Observatoire à Maroc, etc. Vous irez voir ce qui a été fait. Mais ce qui ressort généralement des ateliers qu'on a pu animer sur les établissements publics territoriaux où il y a des clubs, c'est qu'il y a une nécessité pour les dirigeants qui sont un peu dans cette solitude, ou voire dans les très très petites entreprises, de participer à ces groupes de travail qui sont animés soit au sein des EPT par les cellules de développement économique, parce que c'est sûr qu'il y a besoin aussi à un moment donné de reprendre conscience un peu. Il y a un effet miroir qu'on a avec les autres dirigeants pour ne pas vivre cette solitude du dirigeant qui est aussi en souffrance. On le sait, alors, ou dans les TPE ou dans les PME. Mais voilà, donc c'était une réponse que je voulais donner sur la question qu'il y avait eu. Concernant, je sais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en train d'être rebattu, puisque les cartes avec les ordonnances et l'arrivée des décrets va arriver au 31 décembre. Donc, j'étais en réunion hier, là, direct. Donc, on attend aussi les décrets. Ceci dit, je pense que c'est une évidence. Alors, je ne vais pas parler des problèmes de taille, etc. C'est une évidence qu'il y a une implication forte des représentants du personnel aujourd'hui dans ce type de projet. Ceci dit, ce n'est pas facile pour eux parce qu'on leur demande de passer, autant j'ai appuyé effectivement sur le réglementaire tout à l'heure, mais autant lorsqu'on essaye de parler qualité de vie au travail, on leur demande d'avoir une nouvelle posture. C'est plus une posture d'application de la réglementation, c'est est-ce qu'on est capable ensemble d'avoir notre place autour d'une démarche et de développer collectivement avec la direction, avec les salariés et de les représenter différemment. Donc il y a un nouveau visage du dialogue social et il y a une articulation entre ce que l'on met derrière le dialogue social. Alors, je ne vais pas là encore le définir parce que tout à l'heure j'ai entendu l'acception relation sociale. Moi j'étais donc avec un partenaire employeur la semaine dernière, et derrière à relations sociales, on emploie ce mot-là quand il y a des tensions dans l'entreprise, pas quand on est dans des relations interpersonnelles. Donc ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, ils ont leur place et ils ont toute leur place. Quelle place ils auront demain, ça, on va attendre au fil de l'eau de ce qui sort des décrets. Et par contre, il ne faut pas non plus focaliser que sur les instances représentatives du personnel, puisque je pense aussi aux médecins du travail dans des structures un peu plus grosses, où parfois alors là c'était sur les risques psychosociaux, c'est pas si vieux ça, c'est il y a 2-3 ans, lorsqu'on était en démarrage, où le médecin du travail me disait mais vous savez, monsieur Aliès, les risques psychosociaux, c'est pas le problème du médecin du travail. Donc on avance. Donc on avance. Il y a le médecin du travail, il y a les services santé-travail. Voilà. Je veux dire, c'est l'ensemble des acteurs qu'il faut essayer d'amener, je dirais, à un moment donné du projet. Et quand on sent effectivement, comme je disais, qu'il y a un degré de maturité qui permet de basculer dans l'animation. Et puis la nécessité de décaler aussi l'espace de discussion pour avoir une autre parole. Christophe Landé, très rapidement, et ensuite Michel Montagu. Je voudrais juste répondre sur la sollicitude du dirigeant, puisque moi je suis le grand spécialiste d'avoir monté des assos, d'être partie de page blanche, ou dans des associations, par exemple à SPA, où j'ai créé le poste de responsable du réseau national. Donc c'était toujours des postes où... Alors, d'abord, j'étais toujours porté par le projet, et j'étais le porteur du projet, et j'ai toujours essayé dans mes équipes
de les associer au projet. Donc on est dans cette dimension où effectivement on n'a pas le droit d'être malade, mais en même temps on est porté par un truc qui évacue pas mal de microbes en fait. Voilà. Et ensuite, quand on manage des équipes et quand on commence à avoir des... Moi, j'ai quand même fini avec 600 salariés, 3000 bénévoles à essayer de faire bosser ensemble. L'idée, c'est d'irriguer ce principe et d'arriver petit à petit, quand on anime par exemple un réseau, à réinterroger à la fois le projet, parce que quand je suis comptable à la SPA, je vais aligner des chiffres, mais les animaux restent quand même assez loin, même si au départ, ça me plaisait beaucoup de travailler à la SPA en tant que comptable, parce que j'adorais les animaux. Voilà, mais je m'en suis éloigné. Et donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les personnes, parce qu'on est dans l'ESS, que les personnes soient recentrées aussi à un moment donné dans leur quotidien professionnel sur le milieu dans lequel on gravite, sur l'objet qui nous a fait arriver sur le plaidoyer de l'association. Voilà. Je pense que ça permet déjà à des personnes, à défaut d'être heureux quand on aligne des chiffres dans un service comptable, de se lever le matin et d'aller avec bonheur au travail. Michel Montagu, on en arrive à votre témoignage, mais peut-être vous vouliez ajouter quelque chose. Juste sur les élus, puisque j'ai dû passer entre 30 et 50% de mon temps avec des élus dans une entreprise. Il y avait 250 personnes qui étaient élues, donc c'était assez important. C'est vrai que les élus, sur le thème de la qualité de vie au travail, ont un rôle essentiel, puisqu'ils connaissent très bien l'entreprise. Ça, c'est important. Mais je pense que quand on parle de bonheur au travail, de qualité de vie au travail, il ne faut pas qu'ils monopolisent la parole. C'est-à-dire que c'est très important d'aller au contact direct des personnes et d'écouter aussi les personnes dans ce qu'elles ont à dire, avec leur façon de le dire, et pas forcément passer toujours par des filtres institutionnels qui peut-être ont leurs propres intérêts ou leur propre façon de parler des choses, peut-être même qu'ils ne sont pas reconnus en interne comme les meilleurs porte-parole. Donc je pense qu'il faut les écouter, mais il ne faut pas les écouter que. Voilà. La représentation a sa limite dans la discussion. Elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Ou en tout cas, il faut démultiplier les il faut aller au paroles. contact. Et peut-être que justement, en tant que DRH, il faut écouter les élus et puis aller voir ce qui se passe dans les agences, rencontrer les personnes, déjeuner avec elles. Et c'est pas court-circuiter les élus, mais c'est aller au contact de la vraie parole. Et d'ailleurs, un peu comme ce qui s'est passé à la sauvegarde des Yvelines, vous, à Randstad, il y a eu à un moment donné la nécessité d'interroger ces salariés, de créer les lieux et les espaces parce que vous constatiez, ce que vous avez dit dans votre propos liminaire, ce désengagement des salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle a été, votre démarche à Randstad? Donc très rapidement, moi je pense que quand on est RH, on pense que... il faut s'occuper bien des salariés pour qu'ils s'occupent bien des clients. Donc ça, c'est une conviction. Après, il faut le prouver. C'est-à-dire, il faut prouver que s'occuper bien des collaborateurs a un impact positif sur les clients. Ça, c'est très important de prouver ce qu'on dit. Donc, on a été regardé dans nos chiffres, on a des enquêtes d'engagement, et on s'est aperçu que l'engagement globalement était bon. Mais paradoxalement, plus les gens sont nombreux et plus ils sont en contact du client, moins l'engagement est fort. Si je le prends à l'inverse, plus vous êtes dans votre bureau et plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous êtes content. Mais plus vous voyez les clients toute la journée, plus c'est compliqué. Et c'est quand même là où ça se fait, la relation commerciale. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien de soigner les managers et de soigner les gens du siège, mais c'est peut-être bien d'aller écouter ce que disent les gens du terrain. Accessoirement, ils sont plus nombreux, ils ont un impact plus direct sur le business. Donc on s'est demandé, mais comment on écoute des personnes qui sont... il y a 3000 personnes réparties en France entière, dans des petites villes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les écoute? Et ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une question facile parce que est-ce qu'on les écoute, est-ce qu'on va les voir, Donc on n'a rien trouvé sur le marché et on s'est dit essayons d'inventer un nouveau système. Donc on a travaillé avec une start-up qui nous a développé un outil sur iPad, puisque tous nos consultants en agence, les 2000 consultants, avaient des smartphones ou des iPads. Et on leur a demandé tout simplement, dites-nous ce qui vous enchante, ce qui vous désenchante, ce qui est important et ce qui n'est pas important pour vous. Faites-nous une espèce de checklist de ce que vous aimez et de ce que vous détestez. Cette checklist, accessoirement, on l'a co-construite avec des personnes concernées. On ne l'a pas fait dans notre bureau, on a été leur demander ce qui est important. Ce qui est très important, c'est qu'aussi, à chaque fois qu'ils donnaient leur réponse, ils avaient immédiatement la réponse de tous leurs collègues, en toute transparence. Donc il n'y avait pas de réinterprétation, de confiance, il n'y a pas quelqu'un qui réinterprète les résultats. Sur mon iPad, je vois tout de suite combien de personnes ont répondu quoi. Donc on a eu 80% de taux de réponse en moins d'une semaine. Les gens ont adoré cette appli. Et ils nous ont mis, ça je déteste. Ça. Et ce qui est très important, c'est qu'ils nous ont dit des choses qu'on n'attendait pas. Et il y a des choses qu'ils détestaient, on ne s'attendait pas du tout
à ce que ça soit aussi important qu'eux, pour eux, qui sont même assez challengeantes. Par exemple, ce qu'ils détestent, c'est que leur manager, une fois par an, leur mette des notes. Et ça s'appelle l'entretien annuel d'évaluation. C'est comme un dogme quand on fait des RH. On adore les entretiens annuels d'évaluation. Chez Randstad, c'était un truc. Voilà. Grosse remise en question. Voilà, grosse remise en question. Prends ça dans la. Voilà. C'était un peu. Donc on lance une démarche, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Ils ont dit aussi, quand je fais quelque chose au mois de janvier, mon variable est payé 3 mois après. Donc vous faites de la trésorerie sur mon dos. Alors qu'en fait, nous, ce n'est pas de la trésorerie, c'est juste qu'on aime bien calculer, être sûr de nos chiffres et on prend notre temps. Ben, eux, ils ne pensaient pas qu'on prenait notre temps, ils pensaient qu'on grattait quelque chose. Voilà. Et forcément, c'était aussi dans mon équipe. Accessoirement, les gens qui calculent le variable, etc. Donc, vous n'êtes jamais sûr, quand vous envoyez le boomerang, de ne pas le prendre non plus. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Et avec la direction générale, on s'est engagé à prendre les 4 qu'on appelait les 4 irritants principaux et les régler. Donc, concrètement, ça veut dire arrêter les entretiens annuels d'évaluation avec des notes. C'est une grande révolution, quand même. Pourquoi c'est important de ne plus noter? Puisque celui qui note, c'est celui qui a le pouvoir. Et finalement, si une équipe ne performe pas bien, est-ce que c'est le manager qui doit noter l'équipe ou est-ce que c'est l'équipe qui devrait noter le manager qui n'est pas capable de la développer suffisamment pour qu'elle ait des bons résultats? Et c'est ça que les gens vous disent. C'est ça que les gens vous disent. Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui suis noté, si on ne m'a pas donné, on ne m'a pas formé, on ne m'a pas accompagné, on ne m'a pas intégré. Ce n'est pas ma faute. Ils ont raison. Donc on a pris ces thèmes, ça a été un peu challengeant, on les a payés plus vite, ça, ils ont été contents. Et on est rentré donc dans une démarche qu'on a appelée carrément l'enchantement. C'est un peu provocateur, mais on s'est dit, allons-y carrément, l'enchantement. Et puis on est très vite tombé sur le management intermédiaire quand même, clé, parce que dans le bilan qu'on a fait, on peut être heureux, mais pas efficace. On peut être heureux et très efficace. Par contre, c'est impossible d'être malheureux et efficace. Une équipe qui ne fonctionne pas bien, il y a des arrêts maladie, il y a de l'absentéisme, il n'y a pas d'engagement, les gens ils pensent à autre chose, ils vont travailler dans les assos le soir, etc. Donc ils ne s'occupent pas de la boîte. Donc on s'est dit, travaillons déjà avec ceux qui fonctionnent bien, appuyons-nous sur les bons managers, c'est-à-dire ceux qui ont des équipes heureuses, on le voyait dans les chiffres, et qui sont performantes. Hein, c'est important de dire ça. Puisque si on travaille que sur les gens heureux, pas performants, on va nulle part en RH. On ne va pas être beaucoup écouté par le comité de direction. Donc, on a commencé à s'appuyer sur les équipes qui performaient bien, donc heureux, efficaces, et on a essayé d'en faire un modèle d'organisation. Et c'est quelque chose qu'on a développé petit à petit, qui continue sa vie, avec formation des managers. Qu'est-ce qu'un manager coach? Qu'est-ce qu'un manager boss? Qu'est-ce qu'un manager captain qui encourage ses équipes? Qu'est-ce que nous, on veut comme type de manager? Comment on les accompagne? Il y a des gens qui, moi, m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous parle d'autonomie, de confiance, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Il y a des gens qui étaient vraiment émotionnellement très, très surpris, impliqués et touchés. Et puis d'autres qui n'attendaient qu'une chose, c'est que ça foire. Il faut être clair, hein. Vous touchez au cœur de l'organisation, à tel point qu'on a décidé, j'en finirai peut-être là, comme un exemple concret, de créer un comité de direction où il y avait le DG de Randstad, moi-même, et que des consultants, donc que des personnes en contact avec le client, et aucun échelon intermédiaire. Pour créer un contact direct entre ceux qui nous intéressaient en premier lieu et nous, sans filtre managérial et sans filtre avec les élus. Et très franchement, on en faisait un tous les mois. C'était sans doute, de tous les comités de direction, on avait 3 autres. Je trouve, moi, que c'était le plus intéressant. C'est celui où les gens ils vous disent des trucs. Parce qu'au début, ils sont un peu timides, hein. Première réunion, ils sont un peu timides. Deuxième réunion, ils sont un peu moins. Troisième réunion, ils sont plutôt agressifs. Quatrième réunion, vous dites, attendez, c'est un comité de direction. Donc l'idée, c'est pas un DP, c'est pas les doléances, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble. Donc ils commencent à comprendre qu'on construit ensemble, qu'on construit. Et là, ça devient très, très puissant. Est-ce que ça vous fait réagir les uns les autres? Et dans la salle, cette expérience venant de la grosse entreprise capitaliste. A contrario de non lucratif pour l'ESS. Marc Loriel. Oui, je voudrais réagir parce qu'effectivement, tel que ça nous est présenté, ça a l'air d'être une démarche intéressante parce qu'elle prend les choses, je dirais, dans le bon sens, alors que bien souvent dans les organisations, notamment à l'hôpital sur lequel j'ai travaillé, on tendance à aborder la performance dans le mauvais sens, c'est-à-dire, finalement, la performance, c'est quoi? C'est un rapport entre le service que l'on produit en termes de quantitatif et de qualitatif et les coûts de ce service. Donc on cherche à optimiser, à produire le plus avec le moins.
et ce qui engage à faire des pressions sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour faire sortir des chiffres qui donnent le sentiment que l'on est performant. Mais le problème, c'est que quand on a ce genre de système, on a toujours un risque très grand qui est qu'on mesure facilement les coûts à court terme. C'est facile de savoir ce qu'on dépense dans tel ou tel type d'activité ou d'organisation. Et on mesure beaucoup moins facilement l'ensemble des coûts cachés, donc des problèmes qui vont se révéler à moyen et long terme. Et on mesure aussi très mal toute une partie de la qualité. C'est-à-dire que quand on dégrade la qualité parce qu'on a cru qu'on avait trouvé une bonne idée, par exemple en rendant les gens plus polyvalents pour pouvoir boucher plus facilement les trous et avoir moins de personnel pour faire le même type de travail, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui va en pâtir? C'est la prise en charge de la personne, c'est l'engagement. C'est-à-dire que si les gens sont considérés comme des personnes interchangeables, est-ce qu'ils vont autant s'engager même dans les métiers qui impliquent l'humain? Bien entendu, c'est les métiers dans lesquels les gens s'impliquent plus. Mais au bout d'un moment, ils finissent par ne plus trop s'impliquer quand ils voient qu'il n'y a pas de retour et qu'on les considère uniquement comme des gens faisant une activité, qu'elle soit bien faite ou mal faite. Donc là, effectivement, ce qui a été dit, c'est de prendre les choses dans l'autre sens. C'est de voir effectivement des services qui sont peut-être plus performants que d'autres, des services où les gens sont heureux et performants, et de comprendre pourquoi dans ces services-là, les gens sont plus heureux et plus performants, plutôt que d'imposer à la chaîne hiérarchique un certain nombre d'outils de management et de gestion qui obligent les gens, comme si les gens avaient besoin d'être obligés de bien travailler. Beaucoup de ces outils de gestion et de management quantitatif partent finalement de l'idée qu'on ne doit pas faire confiance aux professionnels et aux gens de métier. Et c'est cette idée qui est totalement fausse, qui est justement, si on ne leur fait pas confiance, si on leur montre qu'on ne leur fait pas confiance, le mot confiance a été évoqué tout à l'heure, effectivement, dans la prédiction autoréalisatrice, et les gens ne vont plus s'investir. À l'inverse, si on leur montre qu'on leur fait confiance, mais ça se construit, hein. Il ne suffit pas de le dire une fois, ça a été dit, il faut plusieurs réunions, il faut montrer que les paroles sont suivies d'actes et que ces actes sont durables. Et là, si la confiance se construit et que l'autonomie est perçue comme quelque chose qui se construit réellement dans le temps, donc il y a une certaine stabilité quand même des équipes pour y parvenir, c'est vrai qu'on peut concilier une certaine performance et des gens qui se sentent mieux dans leur travail. Et simplement, on a pris les choses à l'envers, on n'est pas parti de on va augmenter la performance, mais on va plutôt essayer de comprendre pourquoi certains arrivent à être heureux et à bien travailler en même temps. Une dernière intervention de Marc Loriol nous permet d'arriver finalement aux réponses que l'on peut donner à la question qui était le thème de cette conférence. Dans quelle mesure on peut corréler le bien-être au travail et la performance au travail? La question, elle est posée à tous maintenant, puisqu'on a tous débattu ensemble, certains plus écoutés que parlé. Mais voilà, quelle réponse on peut apporter à cette question-là, sachant que si quelqu'un a une réponse ou une réflexion dans la salle, je lui donnerai la priorité. Voilà. Et en attendant, parce que souvent il y a un petit délai avant que vous leviez une main, si quelqu'un veut intervenir pour aboutir à ces conclusions. Christian Aliès. Oui, une question, donc voilà. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Bonjour, Loïc Lebescon pour WeAct. Je suis jeune entrepreneur qui travaille dans une structure qui essaie de mettre en place des programmes de mécénat de compétences entre entreprises et associations. Ici, vous avez beaucoup parlé justement de la question de la santé au travail et on a un peu abordé la partie de bien-être et d'apport de sens au travail aujourd'hui pour les structures, que ce soit associatives ou que ce soit les entreprises comme Randstad, comme de nouvelles, comme Up of Food. Et qu'est-ce que vous pensez quelle est la place aujourd'hui de ces associations et de ces entreprises de l'ESS dans ces questions d'enjeux, d'apport de sens et de bien-être au travail et même d'épanouissement salarial un peu plus, en prenant les choses un peu plus largement. Quelle est leur place quelle est la place dans le de débat ces acteurs de l'ESS et des associations qu'on peut avoir aujourd'hui dans la salle ou dans ce forum-là, justement sur ces questions de sens et d'enjeux de sens et d'apport de bien-être au travail. Quel rôle peuvent-elles jouer ? Je pense quand même que dans notre secteur, la question du bien-être au travail, et en tout cas du sens pour le bien-être au travail, le sens il est intrinsèque à
nos institutions, puisque du coup on est porté par des projets associatifs, par la mission, au service de quoi on est tous présents. Et c'est là, et c'est bien là que ce qui fait la différence, je dirais, par rapport à d'autres secteurs où peut-être que l'objet social est moins présent dans la façon dont on appréhende sa mission du quotidien. Mais c'est aussi tout l'enjeu de notre secteur, c'est-à-dire de ne pas le perdre, parce que justement on est dans ce contexte et qu'on peut facilement, si l'association grandit, perdre un petit bout de cette perspective et de cette vision. Voilà, donc je pense qu'on doit être dans nos places, en tout cas, je crois vraiment qu'on doit être porteur de qu'est-ce que ça peut être le bien-être au travail, de la petite place qu'on occupe. Maintenant, j'y mets aussi une certaine forme de limite, c'est-à-dire qu'on n'est pas porteur de tout, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est au service d'un projet qui est intéressant et qui a du sens que du coup on doit qu'on est corvéable à merci, si je fais un peu si je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, et on parlait des aides à domicile tout à l'heure, une aide à domicile, elle n'arrive pas dans le secteur parce qu'elle avait très envie petite, effectivement, mais par contre, elle y trouve du sens. Pour autant, quand on se dit qu'elle badge et qu'elle débadge pas sur les bons horaires, il y a un moment où le corps, en fait, il dit stop. Et il l'arrête de lui-même. Et c'est là où on a vraiment à travailler dans notre secteur sur jusqu'où on va pour le sens et jusqu'où on n'oublie pas les professionnels qui sont aujourd'hui nos équipes et qui font notre valeur ajoutée et dont on est fier. Parce que sinon on risque de les perdre. Et on peut d'autant plus les perdre qu'aujourd'hui, les associations, elles sont dirigées par des dirigeants qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps. Sans en être rémunérés. Et du coup, par effet miroir, on peut se dire mais oui, mais on est au service des personnes et donc ça a du sens. Oui, bien sûr que ça a du sens, bien sûr que c'est important. Maintenant, il faut bien en déterminer les limites. Et je pense que c'est aussi à notre secteur aujourd'hui de travailler là-dessus pour être à la fois exemplaire en termes de bien-être au travail, mais dans tous les sens du terme, quoi. Michel Montagu, Marc Loriol. Oui, très rapidement. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que je pense qui est important dans son quotidien, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour soi, créer de la valeur pour son équipe, son entreprise, son association, voire la société, c'est-à-dire créer de la valeur. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est partager cette valeur. Et je pense que ce soit une association ou une entreprise, à quel moment je partage ce que je donne. En gros, si je crée beaucoup de valeur pour une entreprise, est-ce qu'à un moment, elle reconnaît ça ? Est-ce qu'elle me promeut ? Est-ce qu'elle augmente ? Est-ce qu'elle partage les bénéfices ou pas ? Sinon, je ne le fais pas. Il y a une espèce de pression pour créer de la valeur, mais finalement, on ne la repartage pas derrière. Donc, la personne ne la donne plus. Donc, c'est la première chose. Et je pense dans le secteur associatif, c'est pareil. C'est-à-dire, je m'investis, je m'engage, je travaille même gratuitement. Qu'est-ce que je partage comme valeur après créer ? Et je trouve que quelquefois, la personne s'oublie dans le sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne s'oublie à titre individuel par rapport au sens que fait son action. Et c'est important qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne, me semble-t-il, et ce que je reçois, que ça soit financier, reconnaissance, sentiment d'appartenir à une équipe, valorisation, fierté. Il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, ça crée quand même beaucoup de frustration. On a encore 2 minutes. Marc Loriol, Christophe Landais, donc 1 minute chacun. Alors très rapidement, je voulais signaler que dans toutes les enquêtes internationales, la France est d'une position très paradoxale puisqu'on est le pays où les gens se déclarent le plus engagés dans leur travail et où en même temps les gens critiquent le plus les façons concrètes dont leur travail. Alors c'est pas uniquement parce qu'on est des râleurs, mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être ce décalage entre, et dans l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est encore plus fort que dans le reste de l'économie, ce décalage entre des besoins et un sens qui est potentiellement illimité, et la façon dont on arrive à poser des limites, mais des limites qui ne soient pas des limites négatives, mais des limites qui sont perçues comme des limites
faut avoir un mauvais jeu de mots, qui font sens, c'est-à-dire pour lesquels on partage effectivement ensemble l'idée qu'on n'est pas obligé de tout faire. Je prends juste un dernier exemple. Dans mes études sur l'hôpital, je me suis intéressé notamment avec une collègue médecin du travail aux petits hôpitaux locaux, dans les services de médecine, où il y a beaucoup de personnes âgées avec des polypathologies, beaucoup de décès, et où les soignants vivent très mal devoir accompagner des personnes âgées mourantes qui souvent elles connaissent ou dont elles sont relativement proches socialement. Et dans ces services-là, les infirmières ou les aides-soignantes qui ont fait des formations en soins palliatifs sont retrouvées à souffrir encore plus. Elles ont pensé qu'en se formant en soins palliatifs, elles allaient trouver comment on fait un bon accompagnement. Et en fait, elles ont trouvé comment il y avait un décalage encore plus fort entre ce qu'elles faisaient réellement et l'idéal des soins palliatifs qu'elles ne pouvaient pas mettre en œuvre parce qu'on ne sélectionne pas les malades, parce qu'il n'y avait pas le même type de moyens et d'organisation que dans les véritables services de soins palliatifs. Donc, la question du sens, c'est à mon avis celle de la construction ensemble, localement, adaptée à chaque lieu. Et on ne peut pas construire le sens du travail infirmier ou soignant de la même façon dans celle de soins palliatifs, où on sélectionne les malades et où on a beaucoup de moyens. Dans un petit hôpital local, on ne sélectionne pas les malades et on a peu de moyens. Donc il faut construire localement et donc permettre cette construction. Voilà, c'est l'idée. Merci. Christophe Landais, du coup 30 secondes. On verra ça avec notre moyen après. Le français est râleur dans son métier. J'ai envie de m'élever un peu et de me dire que c'est parce qu'il est très impliqué. Et pour finir sur le monde associatif, je voudrais... La valeur qui est celle du travail, pour moi, elle doit toujours être rapprochée au plaidoyer et réellement à l'objet pour lequel l'organisme se donne et pour lequel les salariés se donnent. Un petit exemple, arrivé à la SPA, au bout d'un an, il y avait 8% de plus d'adoptions. Je suis reparti du terrain, il n'y a pas de secret, j'ai été voir les gens, comment on fait pour augmenter les adoptions. Quand au bout d'un an, on leur dit, vous avez 8% des animaux qui ont été trouvés, qui sont adoptés, tout le monde est prêt à repartir pour un an et faire 8% de plus avec bonheur. Voilà. Donc le truc, c'est, pour moi, c'est de revenir tout le temps à ce pourquoi œuvre l'institution dans laquelle on travaille. Eh bien, merci beaucoup à tous les intervenants, merci à vous.